Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 27 octobre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. Ce soir, deuxième journée de phase de poule de Ligue des Champions. Vous ne pourrez voir qu'un seul club de Ligue 1. En attendant Paris et Rennes demain, ce soir c'est Marseille qui accueille Manchester City. Les Marseillais qui viennent d'enchaîner 2 victoires consécutives en championnat restent sur la scène européenne sur une défaite frustrante la semaine dernière à Athènes face à l'Olympiakos. Entrée en matière ratée pour leur grand retour en Ligue des Champions. Et ce soir, rendez-vous donc avec l'un des grands favoris de la compétition, un club qui a pour objectif, on le sait, de décrocher comme le Paris Saint-Germain sa première étoile et qui a construit autour de cette ambition tout un business plan depuis son rachat en 2008. Alors on peut se rassurer en se disant que oui, il y aura ce soir des absents de marque côté City. Les Anglais seront privés entre autres de Sergio Agüero ou de Gabriel Jesus. Même si, ne nous le cachons pas, le réservoir de talent de cette équipe est impressionnant. On ferait facile 1 ou 2 équipes de plus avec les joueurs sur le banc. Et puis City a surtout un divin chauve sur le banc qu'André Villas-Boas admire et qu'il va affronter pour la première fois de sa carrière. Alors pour les battre, Marseille sans son public malheureusement pourrait s'inspirer de ce qu'a fait l'OL cet été à Lisbonne, même si le coach marseillais a feint de rejeter cette idée en bloc hier en conférence de presse. Bon, en première, tu ne peux pas demander à un coach de l'OM pour s'inspirer à une victoire de l'OL. Ça, c'est plutôt clair. On voit ensemble la compo probable d'André Villas-Boas pour ce match ce soir dans un instant. Mais avant ça, place à notre tour des clubs. À Angers, Saïd Chaban continue d'investir et va débourser près de 2 millions d'euros pour acheter un terrain près du stade Raymond Kopa. La mairie d'Angers a validé hier le projet de rachat. Le président du SCO devrait y faire construire un ensemble immobilier de près de 8000 m² et pourrait y installer la boutique du club, mais aussi une brasserie dans laquelle pourraient se retrouver, dans des jours meilleurs, les supporters angevins. À Bordeaux, Hatem Ben Arfa a eu la malencontreuse surprise de voir son nom mal orthographié au-dessus de son vestiaire avec un H superflu devant son nom de famille. Et quand les Girondins ont tweeté la photo sur leur compte Twitter avant de la supprimer quelques minutes plus tard, la photo a beaucoup amusé les internautes. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. À Brest, Olivier Dalloglio compte bien sur le retour de Ronel Pierre-Gabriel. Le latéral droit touché au quadriceps a repris l'entraînement individuel. Touché à Nantes il y a 10 jours, il avait manqué la réception de Strasbourg dimanche dernier. Et sachez qu'à 3 jours d'affronter Rennes dans le cadre de la 9e journée, le gardien brestois Gauthier Larsonneur sera notre invité demain dans Flash Foot. Après Julio Tavares et Alfred Gomis, c'est un autre cadre du DFCO qui quitte le club. Romain Amalfitano vient de s'envoler pour l'Arabie Saoudite, direction Al Faisali, où il va donc retrouver Tavares. Le milieu de terrain s'engage pour 2 ans. Amalfitano était au club depuis 2013. Il aura joué au total 230 matchs sous le maillot dijonnais. Dans le championnat saoudien, il devrait retrouver Bafé Gomis, Yassine Brahimi, Jonathan Kodjia ou encore Santi Cazorla. Souvenez-vous, je vous en parlais au début du mois, Lens organisait pour ses supporters un escape game 100% Racing à Bollaert. Malheureusement, il doit momentanément fermer ses portes suite au renforcement des mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid. Aucune date de réouverture n'est connue à l'heure actuelle. À Lille, si l'on a perdu ce week-end la tête de la Ligue 1 en concédant le nul sur la pelouse de Nice, on a quand même réussi à préserver l'invincibilité. Je vous le disais hier, le LOSC reste la seule équipe de Ligue 1 encore invaincue. Et c'est de bon augure pour la suite, puisque bien débuter la saison garantit souvent de terminer assez haut dans le classement. Selon Opta, aujourd'hui, les 7 dernières équipes qui étaient invaincues après 8 journées de Ligue 1 ont terminé sur le podium. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Kylian Mbappé. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse bite. Faut pas avoir la grippe. Ni la gastro. C'est que ça qu'a dit. Je dois évoluer et j'en prends conscience chaque jour. Ce n'est pas parfait, je ne suis pas parfait. Il y a des matchs où je n'ai pas été bon, mais je continue de progresser. Mais ce n'est pas parfait parce que je suis un attaquant. Et un attaquant, au fond, on lui apprend à être égoïste et à être dans sa bulle. C'est un poste très spécial. Mais j'ai pas mal d'aspects sur lesquels je dois progresser. Je suis sur la bonne voie. Accusé de stagner ou encore d'avoir atteint trop tôt son pic de progression, Kylian Mbappé, dans un entretien accordé au site du PSG, a dressé un bilan sans concession de sa forme actuelle. Petite réponse à ceux qui pensent peut-être que le garçon ne se remet jamais en question.
Allez, on reprend notre tour des clubs. On part à Lyon, où les temps sont durs pour Moussa Dembélé. C'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de l'inefficacité de Dario Benedetto à l'OM, mais côté lyonnais, Dembélé ne fait pas tellement mieux puisque lui aussi court toujours après son premier but en Ligue 1 cette saison. Et la tâche se complique pour lui puisqu'il a perdu sa place de titulaire depuis 2 matchs, Rudy Garcia lui préférant Tino Kadewere ou Karl Toko Ekambi. Avec 20 tirs tentés depuis le début de saison, l'attaquant lyonnais est le joueur qui a le plus tiré sans marquer en Ligue 1. Je vous en parlais en ouverture, Marseille accueille ce soir Manchester City. André Villas-Boas peut compter sur un groupe au complet. La seule inconnue réside au milieu, où Camara, suspendu la semaine dernière contre l'Olympiakos, devrait faire son grand retour dans le 11. Très intéressant face à Lorient samedi, Michael Cuisance postule lui à une place de titulaire comme Valentin Rongier au milieu. AVB pourrait partir sur un 4-3-3 et compterait donc sur Thauvin, Payet et Benedetto pour faire la différence devant. Mais demeure aussi l'hypothèse du 5-3-2 travaillé en début de semaine à l'entraînement, un système qui a déjà posé des problèmes à City par le passé contre Lyon en Ligue des Champions, mais aussi contre Leicester en Première Ligue. Alors Steve Mandanda dans les cages, Hiroki Sakai et Jordan Amavi prendraient les couloirs, avec une charnière Douye Caleta-Tchar, Alvaro González et Leonardo Balerdi. Au milieu, on retrouverait donc Camara, Rongier et Pape Gueye, et aux avant-postes, le duo Payet-Thauvin ou le duo Benedetto-Thauvin. Metz officialise la signature d'une nouvelle convention de 10 ans avec l'Académie Génération Foot basée à Dakar, au Sénégal. Ouverte il y a 20 ans, cette infrastructure peut accueillir jusqu'à 130 jeunes talents sénégalais sur 16 hectares. Elle a régulièrement fourni des joueurs au Grenade, dont le premier fut pas moins qu'Emmanuel Adebayor. Le foot européen fait la part belle aux jeunes. Depuis quelque temps déjà, le marché explose en ce moment autour des joueurs à fort potentiel. Le CIES, Observatoire du foot, a donc fait la moyenne d'âge de chaque équipe alignée par les clubs depuis le début de saison dans leur championnat. Ainsi, parmi les 5 grands championnats, c'est l'AC Milan qui aligne la plus jeune équipe. Le leader de Serie A tourne donc avec une moyenne d'âge de 24 ans et 6 mois, ce malgré quand même la présence de Zlatan, qui a ses 39 ans. Mais dans la suite du classement, la Ligue 1 est très bien représentée avec 5 équipes dans le top 10. Ainsi, Monaco est 2e, Reims 3e, Saint-Etienne 4e, Brest 7e et Nice 10e de ce classement. La Ligue 1 cultive sa réputation de lanceur de talent. Je vous en parlais hier, Montpellier a vécu un après-midi cauchemardesque dimanche à La Mosson. Exclusion, défaite 4-0 contre Reims, mais en plus un blessé, le gardien suisse Jonas Homelin, touché aux ischios et dont on attend les résultats dans les prochains jours pour savoir s'il pourra jouer dimanche après-midi contre Saint-Etienne, en sachant que Michel Derzakarian sera déjà privé de 4 joueurs suspendus, Arnaud Souquet, Vitorino Hilton, Damien Le Tallec et TJ Savanier. Nantes, à nouveau touché par le Covid, le défenseur brésilien des Canaries, André Girotto, a été testé positif ces dernières heures. Le joueur de 28 ans se porterait très bien. Il aurait quand même été placé, bien sûr, à l'isolement. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour Christian Gourcuff qui a déjà beaucoup souffert de ce problème en début de saison. Allez, comme tous les mardis, c'est l'heure de notre rubrique Foot Business. Actu oblige, on a voulu s'intéresser à ce que pèse Manchester City par rapport à un club comme Marseille. Quel écart, et il est énorme, vous vous en doutez, sépare le monstre anglais de l'OM. Alors Manchester City est-il le club le plus puissant au monde sur le plan financier ? Eh bien jusqu'à la saison dernière, il l'était, oui. Mais dans le dernier classement proposé par Soccerex, le PSG arrive premier en termes de puissance financière, donc devant City. Prochain classement au mois de février. Alors pour classer les clubs, l'entreprise se base sur 5 critères déterminants. Le potentiel financier des joueurs, bien sûr, celle des installations, les actifs financiers, les investissements des propriétaires et enfin les dettes contractées par le club. Bon, le mode de calcul utilisé semble quand même faire la part belle aux clubs détenus par de puissants investisseurs. Le City Football Group, qui dirige 10 clubs, parmi lesquels donc Manchester City, dirige aussi un club de New York, Gijón en Espagne ou encore Yokohama au Japon. En mai dernier, ils ont même investi à l'Estac en Ligue 2. Aujourd'hui, avec un effectif composé de De Bruyne, Mahrez, Agüero ou Bernardo Silva, en ayant investi en plus 110 millions d'euros cet été sur la paire Nathan Ake et Ruben Dias, bien l'effectif des Sky Blues s'évalue à plus d'1 milliard d'euros. Quid de Marseille? Marseille est de retour dans le top 50 des marques de foot les plus puissantes. Le 5e budget de Ligue 1 arrive 36e mondial en termes de valorisation financière. Il faut dire que les investissements de la nouvelle direction pour doper l'actif, le développement aussi de la marque OM qui se bonifie et qui se valorise financièrement contribuent à cela. Aujourd'hui, la valeur de l'effectif est évaluée à 229 millions d'euros
bien loin donc du milliard Citizen. Mais l'OM a un atout, sa fanbase énorme en Ligue 1, un public fidèle et passionné, et l'attractivité bien sûr du Vélodrome. En ce sens, avec la masse de ses supporters, l'OM a du potentiel. Mais bon, attention, cette sensible embellie ne doit pas occulter des comptes dangereusement dans le rouge depuis 2 ans. Après avoir atteint 91 millions d'euros au terme de l'exercice 2018-2019, le déficit au 30 juin se chiffrait à 127 millions d'euros pour la saison dernière. Il faut dire que l'OM, comme beaucoup de clubs français, a été très impacté par la crise sanitaire et par l'arrêt prématuré de la saison. Ce soir, c'est donc un peu David contre Goliath. On souhaite quand même aux Marseillais de prendre au moins 1 point, parce qu'en cas de défaite, les Marseillais se rapprocheraient un peu plus d'un triste record, celui de 12 défaites consécutives en Ligue des Champions, pire série de l'histoire de la compétition, signée par Anderlecht il y a 15 ans. Pour l'instant, l'OM est à 10 défaites consécutives. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction les Costières cette fois. Plus de 10 ans après, l'affaire dite de la pelouse du stade des Costières vient de connaître son dénouement. Les 6 personnes qui avaient été mises en examen viennent d'être blanchies. Elles ont reçu une ordonnance de non-lieu puisqu'il n'existait pas de charge suffisante contre elles. En septembre 2009, pour rappel, Nîmes, alors présidé par Jean-Louis Gazot, avait changé sa pelouse sur ses propres moyens. Montant de l'opération 350 000 €. Et sur la base d'un rapport de la répression des fraudes, la justice avait ouvert une instruction estimant qu'un appel d'offres aurait dû être réalisé puisque le stade n'appartenait pas au club mais appartenait bien à la ville de Nîmes. À l'époque, Pascal Gourdel, adjoint au sport à la mairie nîmoise, avait été mis en examen pour favoritisme et détournement de fonds publics. Kylian Mbappé va-t-il poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain, convoité par les plus grands clubs du monde, comme le Real Madrid? Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022. Et cette semaine, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a rencontré le clan Mbappé pour évoquer une éventuelle prolongation de contrat sans réel succès puisque les discussions n'ont pas fait avancer le dossier selon les informations de l'équipe aujourd'hui. Alors si aucune revalorisation salariale n'a été discutée lors de la réunion entre Leonardo et la famille Mbappé, c'est un autre sujet qui était au cœur du débat, les ambitions du Paris Saint-Germain. La victoire remportée par le Stade de Reims à la Mosson dimanche est la plus large victoire du club obtenue à l'extérieur en Ligue 1 depuis 50 ans. Boulaïdia est lui entré dans l'histoire du club puisqu'à 23 ans, il est devenu le premier rouge et blanc auteur d'un triplé depuis Santiago Santamaria. C'était en 1978, il y a plus de 40 ans donc. Alors si Reims reste dans la zone rouge, voilà quelques motifs de satisfaction quand même. À la quête d'un concurrent pouvant prendre la succession de Jesus Navas, le FC Séville, via son directeur sportif Monchi, aurait jeté son dévolu sur un jeune Rennais, Bronon Sopi. Le club breton en demande pour l'instant 8 millions d'euros. Il s'agirait d'une transaction donc à faire l'été prochain. Je vous rappelle que demain, Rennes sera à Séville, justement dans le cadre de la 2e journée de phase de poule de Ligue des Champions. Hier soir, l'AS Saint-Etienne a publié un communiqué de presse sur son site pour faire le point sur la situation de Stéphane Ruffier, mis à pied, je vous le rappelle, au mois de juillet, sanctionné de 6 jours de retenue sur salaire pour avoir refusé de s'intégrer. Ruffier a finalement été réintégré au groupe, mais il est quand même écarté par Claude Puel qui a choisi d'installer Jesse Moulin dans les cages. Ruffier conteste ces sanctions, il a saisi pour ça la commission juridique de la LFP, mais comme le club l'a dévoilé hier dans son communiqué de presse, la LFP a débouté Stéphane Ruffier de ses demandes. Sur ce point, la commission a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien fondé, ni même d'apprécier la proportionnalité des sanctions des Verts. Nouvelle recrue de l'Olympique lyonnais, Jamel Benlamri est revenu pour beIN Sport sur son arrivée à l'OL et il a indiqué qu'un autre club de Ligue 1 l'avait approché, Strasbourg, une offre reçue cet été donc par le défenseur algérien. J'ai répondu que non, que mon choix était Lyon et que je voulais absolument jouer avec l'OL. Rappelons que le champion d'Afrique en titre a signé à Lyon un contrat d'1 an assorti d'1 année en option. Pour l'instant, il n'a pas encore joué avec les Gaunes. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.